Nous allons évoquer ensemble la France dans la Seconde Guerre mondiale, un conflit face auquel la France a joué un rôle bien particulier. Pour commencer, nous évoquerons le rôle joué par l'État français de Vichy, un État qui se met en place suite à la défaite militaire française. La défaite de la France eut lieu à l'issue de ce qu'on a qualifié de drôle de guerre, un conflit qui dura de septembre 1939 à mai 1940 et qui fut ainsi qualifié puisqu'il se signala dans un premier temps par une absence d'engagement armé entre les belligérants. Dans ce conflit, la France n'est pas seule puisqu'elle est épaulée par son allié britannique, mais le Royaume-Uni comme la France choisissent d'adopter une stratégie défensive symbolisée par les fortifications situées sur la frontière orientale française de la ligne Maginot, une stratégie défensive qui finalement l'avait emporté dans la guerre d'usure qui reste un modèle de victoire pour les alliés franco-britanniques. Cette stratégie s'est avérée finalement peu adaptée puisque lorsque les Allemands ont décidé de lancer leur offensive en mai 1940, ils l'ont fait en contournant la ligne Maginot et les principales fortifications franco-britanniques en passant une nouvelle fois par la Belgique. Ainsi, ils ont pu établir finalement une rupture entre les lignes alliées situées à l'ouest et à l'est du territoire et désorganiser complètement celle-ci, le tout en avançant très rapidement dans le pays et en contraignant le gouvernement français, comme vous le voyez sur cette carte, à changer de siège successivement, passant de Paris à Tours et finalement à Bordeaux. Face à l'avancée foudroyante des troupes allemandes et à la désorganisation qu'elles subissent en conséquence, les troupes alliées font en sorte de sauver ce qu'elles peuvent, notamment à travers l'embarquement dans l'urgence de ce qui reste des forces britanniques depuis Dunkerque. Ainsi, les Allemands progressent vite et font de nombreux prisonniers. Et ils ne répètent pas l'erreur commise durant la Première Guerre mondiale et vont très rapidement s'emparer de la capitale française, même si celle-ci n'abrite alors plus le siège du gouvernement. Hitler peut ainsi parader devant la Tour Eiffel en entrant avec les Allemands à Paris, ces Allemands qui pénètrent dans la capitale française le 14 juin 1940. Face à l'avancée inattendue des troupes allemandes, les Français vont connaître un épisode traumatique à travers l'exode qui les a amenés à fuir sur les routes de France, embarquant dans l'urgence tout ce qu'ils pouvaient. Des familles entières prennent la route, parfois en voiture, mais finalement assez rarement, puisque l'automobile n'est pas encore extrêmement répandue en France à cette époque, dans des conditions extrêmement chaotiques. Il apparaît en effet qu'au milieu de ces civils, eh bien, l'on trouve aussi toute une série de soldats français qui fuient le conflit du fait de la désorganisation des troupes que nous avons mentionnées précédemment. En conséquence, ces colonnes de l'Exode sont très régulièrement bombardées par les Stuka allemands et subissent ainsi des violences qui s'ajoutent au traumatisme du départ forcé. Face à la débâcle, le gouvernement français va donc accepter de reconnaître la défaite et c'est Philippe Pétain qui va s'en charger. Philippe Pétain, donc ancien héros de la Première Guerre mondiale en tant que général victorieux lors de la bataille de Verdun, ce qui lui donnera accès au titre honorifique de maréchal. Philippe Pétain donc va intégrer le gouvernement français dès le 18 mai 1940, dans un premier temps comme vice-président du Conseil,
Puis il deviendra président du Conseil, c'est-à-dire le chef du gouvernement, fonction la plus importante dans le système institutionnel de la Troisième République pour conduire la politique du pays, et donc il accède à cette fonction le 17 juin 1940. Très âgé, Philippe Pétain bénéficie d'une certaine aura auprès des Français, une aura rassurante, et c'est donc à lui que l'on confie le soin d'accepter l'armistice. Armistice dont les Français sont prévenus donc dès le 17 juin 1940, qui correspond aussi à la date d'entrée en fonction de Philippe Pétain, et ils le sont largement puisque le discours de Pétain qui présente cet armistice est diffusé à la radio, et que des enceintes sont disposées dans toutes les grandes places publiques françaises pour que chaque Français puisse accéder aux raisons qui ont conduit Philippe Pétain à accepter ce scénario. Décidé le 17 juin, l'armistice est signé à Compiègne le 22, et il est dans le wagon où les Allemands avaient dû se résoudre à accepter la capitulation lors de la Première Guerre mondiale. Hitler, qui comme un certain nombre de nationalistes allemands n'avait jamais digéré la défaite de 1918, prend ainsi ostensiblement sa revanche et le fait savoir à travers différentes images de propagande. Une nouvelle fois, dans un esprit de revanche, les Allemands font subir un coup très lourd à la France pour accepter l'armistice, et ce en mémoire du diktat qu'ils pensaient avoir subi lors du traité de Versailles. Ainsi, le territoire français apparaît disloqué, une zone occupée est établie au nord du pays ainsi qu'à l'ouest, afin que l'armée allemande puisse contrôler l'éventuelle venue d'un débarquement via le littoral atlantique. Le territoire français est également amputé d'une partie au nord et à l'est de l'Hexagone, le nord étant rattaché à l'administration militaire de la Belgique et du Nord, tandis que l'Allemagne récupère au sein du Reich l'Alsace et la Moselle, comme ce fut le cas avant 1918. Au sud du pays, l'Italie récupère certaines zones d'occupation le long de la frontière franco-italienne, et puis donc une zone libre est établie dans la zone sud sous l'autorité des nouvelles autorités politiques françaises établies depuis leur nouvelle capitale, qui est donc la ville de Vichy. Mais il faut noter que ces autorités françaises de Vichy établissent leur souveraineté sur la zone libre, mais aussi sur la zone occupée, où elles continuent de diriger la fonction publique, notamment la police. C'est donc à Vichy que s'établissent les nouvelles autorités du pays, et Philippe Pétain y fait convoquer les membres du Parlement en juillet 1940, députés et sénateurs se réunissant afin de voter au maréchal les pleins pouvoirs pour promulguer une nouvelle constitution. Ces députés, donc issus de la Troisième République, y consentent à une très large majorité, puisque c'est par 569 voix contre 80 qu'ils donnent à Philippe Pétain cette autorité pour fonder un nouveau régime. Ce nouveau régime, qualifié de régime de Vichy, s'appelle en réalité l'État français, et si après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les acteurs de la résistance ont voulu présenter ce régime comme un régime d'usurpation, un régime qui en réalité n'aurait aucune légitimité, force est de constater que l'on a donné de façon tout à fait légitime les pleins pouvoirs au maréchal Pétain pour qu'il fonde une nouvelle organisation institutionnelle de la France. Et c'est ce que fait Pétain à travers une série d'actes constitutionnels qui vont donner au nouveau régime ses institutions et son fonctionnement, des institutions qui clairement mettent fin à la démocratie et au parlementarisme,
et qui fonde un régime autocratique qui confie au chef de l'État français, c'est-à-dire au maréchal, la quasi-totalité des pouvoirs, comme on le voit ici sur ces actes constitutionnels. Le chef de l'État français a la plénitude du pouvoir gouvernemental, il nomme et révoque les ministres et secrétaires d'État, qui ne sont responsables que devant lui. Il exerce le pouvoir législatif en conseil des ministres, tout cela acte bien la fin d'un système parlementaire, et d'ailleurs l'acte constitutionnel numéro 3 précise que le Sénat et la Chambre des députés sont ajournés jusqu'à nouvel ordre. Le nouveau régime met ainsi fin à la démocratie, une démocratie assimilée dans sa construction en France à un modèle républicain et à ses valeurs, même si en soi une république ne désigne pas une démocratie, mais un régime qui n'est tout simplement pas une monarchie. Le nouveau régime s'affirme ainsi contre les valeurs démocratiques et en ce sens c'est bel et bien une dictature qui se met en place en France à cette époque, en ce sens qu'aucune opposition politique n'est tolérée et la propagande de l'État français se charge de le faire savoir à travers un certain nombre d'affiches qui incitent les Français à ne point critiquer ou récriminer le gouvernement de la France, qui peut d'ailleurs les conduire à être réprimés si cela devait être le cas. Alors ce régime de Pétain, cet État français, s'est présenté après coup en particulier comme un régime de circonstances, sauvant ce qui pouvait l'être, une thèse qui a même été parfois repris par certains de ses adversaires, y compris par des adversaires gaullistes. Il n'empêche que ce régime va incarner un véritable projet politique et qu'il ne s'est pas contenté d'être un régime de circonstances. Bien au contraire, il entend mener une révolution nationale, ce qui en ce sens est bien le signe de la volonté de construire quelque chose en France, quelque chose qui soit en rupture avec la France parlementaire, la France républicaine, la France démocratique, considérée comme une France décadente qu'il faut remplacer. Cette affiche de propagande en faveur de la Révolution nationale illustre bien ce projet politique français, projet politique que l'on peut qualifier d'extrême droite, qui s'inspire largement de ce qui peut se faire du côté de l'Italie fasciste ou de l'Allemagne nazie, et qui va analyser finalement la défaite subie par la France comme étant la conséquence de la décadence instituée par le précédent régime républicain, parlementaire et démocratique. Cette décadence a ainsi conduit la Maison France à un état de délabrement absolu, une Maison France qui ne s'appelle plus tout à fait la France, mais France et compagnie, et on est ici typiquement dans l'analyse de l'extrême droite nationaliste, d'une décadence qui serait finalement le produit de parasites, parasites de l'intérieur et aussi parasites de l'extérieur. Et on voit bien ces parasites apparaître ici sous la maison en tant que fondation donc branlante de celle-ci, des parasites qui sont les juifs, les communistes, les francs-maçons et les différentes valeurs mises en avant par la démocratie, qui ne sont pas assimilées à la devise liberté, égalité, fraternité, mais à celle qui apparaît ici, paresse, démagogie, internationalisme, puisque c'est l'idée aussi d'une France qui aurait rompu avec son identité nationale, et ce, à travers l'influence néfaste des Juifs ou encore des forces politiques internationalistes de gauche. On notera que cette France est placée sous le signe de l'étoile de David, l'étoile juive, et également le signe de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, cette société de pensée qui, comme les juifs, ont suscité bien des fantasmes complotistes de la part de tous ceux qui, à l'extrême droite, dénonçaient leurs influences néfastes.
À l'opposé se trouve donc la Nouvelle-France de Pétain, incarnée par les étoiles de Maréchal, qui semble veiller de façon bienveillante sur une France de nouveau ordonnée, une France où un feu de cheminée alimente une douce chaleur au sein du foyer, où le jardin a retrouvé des couleurs, et ce grâce à ces nouveaux piliers. Des piliers hérités du passé qui offrent à la France des fondations solides, hérités du passé comme la paysannerie ou l'artisanat, mais des piliers qui sont également des piliers hérités des valeurs militaires. Il ne faut pas l'oublier, le maréchal est issu de l'armée et on ne s'étonnera pas de retrouver ici des valeurs comme la discipline, l'ordre, le courage ou la Légion qui sont mises en avant, et une nouvelle devise, donc travail, famille, patrie, une nouvelle devise pour un nouveau projet qui est bien un projet politique pour cette nouvelle France. Cette France de Vichy, c'est bel et bien une France du passé, cette France qui, pendant tout le XIXe siècle, a combattu finalement l'avancée des valeurs démocratiques et républicaines, et qui prend ainsi sa revanche. C'est la France de la contre-révolution, une France traditionnaliste dans laquelle on met en avant les valeurs catholiques du pays, incarnées notamment par Jeanne d'Arc, que l'on fête ostensiblement dans ce nouveau régime. Le modèle laïque est d'ailleurs abrogé avec le retour du catéchisme à l'école, et un nouveau système économique et social est promu par le régime qui repose sur le respect des hiérarchies et la soumission à l'autorité plutôt que sur une liberté jugée comme dangereuse. Un régime qui, comme ses voisins fascistes ou nazis, promeut la famille traditionnelle, une famille patriarcale, dominée par l'autorité du père. Une famille dans laquelle la mère est renvoyée au foyer, à ses fonctions domestiques et maternelles, et la promotion de la fête des mères vise ainsi à renforcer ce rôle particulier de la mère française. Comme dans les régimes fascistes et nazis, le culte du maréchal est mis en avant pour incarner un sauveur, un guide à suivre, et ce dans un esprit qui, là encore, est en accord avec la philosophie militaire, la hiérarchie, l'ordre et le respect de la discipline que celle-ci impose. Et donc toute une propagande est construite autour du maréchal avec un nouvel hymne national, Maréchal nous voilà, que l'on chante régulièrement dans les écoles, puisque la jeunesse, là aussi, comme dans les autres régimes totalitaires, va être une cible particulière pour la construction de ce nouvel idéal politique. Et si on cible la jeunesse, c'est bien que ce régime compte s'inscrire dans la durée et ne pas être qu'un régime de circonstances. Par ailleurs, les fonctionnaires du régime sont obligés de prêter serment et de jurer fidélité au chef de l'État qu'ils s'engagent à servir. Figure héroïque nationale, le maréchal est donc particulièrement bien placé pour être au cœur de ce culte de la personnalité. Un culte de la personnalité qui met en avant le sacrifice du maréchal, mais aussi son passé héroïque, et qui incite les Français à y adhérer, notamment à travers l'achat de ces portraits que cette publicité met en lumière. La volonté de faire porter sur la Troisième République la responsabilité de la défaite et de la décadence de la France conduit Pétain à faire juger un certain nombre de ses dirigeants lors d'un procès qui se tient à Riom entre le 19 février et le 15 avril 1942. Et l'on voit entre autres Léon Blum, Édouard Daladier ou le général Maurice Gamelin, ancien chef de l'état-major, conduit à la barre.
Le but est de montrer qu'ils ont commis de graves fautes en préparant mal la France à la guerre. Le procès est public, ce qui permet à Blum de critiquer le régime de Vichy, mais est interrompu à la demande de Hitler. Blum est déporté en Allemagne, à Buchenwald, et les autres accusés sont emprisonnés. Notez que Léon Blum survivra au camp, au contraire de son frère. La mise en place d'une dictature qui réprime toute forme d'opposition politique conduit également le régime à installer sur tout le territoire une série de camps d'internement où les ennemis du régime sont détenus, internés. Ces ennemis qui sont aussi bien les prisonniers politiques que les réfugiés étrangers, comme notamment les Espagnols ou les Juifs qui fuyaient guerre civile et nazisme avant la guerre. Et tout ceci se retrouve dans ces camps où l'on trouve également des communautés tziganes. Ainsi, le camp de Gurs, dans les Pyrénées, va regrouper un certain nombre d'anciens républicains espagnols ayant fui le pays après leur défaite, des volontaires des brigades internationales qui avaient lutté aux côtés de ces républicains, et puis donc des résistants internés pour des raisons politiques, des juifs immigrés, notamment des juifs allemands, et puis des juifs arrêtés en France par le régime de Vichy. En effet, c'est l'une des dimensions politiques importantes de ce régime. Celui-ci a clairement mis en avant une idéologie antisémite et il le fait non pas pour satisfaire les demandes allemandes, mais parce qu'il y a bien en France un mouvement antisémite qui plonge ses racines dans toute une littérature du XIXe siècle dont on a vu notamment les manifestations à travers l'affaire Dreyfus. Ainsi, si certains peuvent encore penser que Pétain a contribué à sauver des Juifs au prétexte que le nombre des Juifs français exterminés durant la guerre serait inférieur à celui d'autres États. Et il est vrai que le régime a ciblé en priorité dans ses déportations les juifs étrangers, mais ce n'est pas pour ça que tous les juifs de nationalité française ont été épargnés pour autant. Eh bien, il apparaît très clairement que le maréchal Pétain est au cœur de cette politique antisémite, et ce notamment à travers la manifestation d'archives historiques qui le prouvent, comme ce statut des Juifs promulgué sous son autorité en 1940 et dont on voit qu'il a été annoté pour être renforcé et plus sévère de la main même du maréchal. Le statut des Juifs mis en place ainsi en octobre 1940 non seulement va amener à identifier les Juifs comme tels et notamment à les marquer de par l'imposition d'une étoile jaune, mais il établit également la judéité sur des motifs raciaux, puisque c'est la parentèle, et notamment le fait de descendre de juifs qui établit cette judéité, et il met à l'écart donc les juifs de toute profession au contact du public, et notamment bien sûr de la fonction publique. Les Juifs sont ainsi stigmatisés, mais ils le sont également à travers toute une opération de propagande qui passe notamment par cette exposition sur le Juif et la France, où sont projetés des films qui comparent les Juifs notamment à une horde de rats et qui en fait de façon incontestable des éléments qui seraient des parasites dont il faudrait par conséquent se débarrasser. Ainsi, l'État français mène une politique clairement antisémite et va se rendre complice du génocide commis par les nazis à travers notamment l'arrestation et la déportation d'un grand nombre de juifs habitant sur le territoire français. Toute une série de camps de transit sont ainsi édifiés sur les territoires où les juifs arrêtés sont concentrés avant d'être déportés vers les camps d'extermination. On voit ici la présence de la police française qui manifeste ici la participation active de l'État français et de ses représentants à cette opération menée contre le peuple juif par l'Allemagne nazie.
Symbole de cette collaboration, de cette coopération, la rafle menée par la police française le 16 juillet 1942 qui consistait à arrêter un très grand nombre de juifs étrangers séjournant sur le territoire national. Juifs étrangers, ensuite regroupés au sein du vélodrome d'hiver, le Veldiv, avant d'être acheminés vers les camps de transit, puis vers les camps d'extermination. Cette volonté de servir l'occupant, de servir ses projets, cette volonté également de mener à bien le projet politique de l'État français, cette volonté va amener à la création de groupes au service de ce régime et notamment de la milice, une organisation paramilitaire qui va être active dans le maintien de l'ordre voulu par ce régime et dans la lutte contre ses ennemis. À la tête de cette organisation, on retrouve Joseph Darnan, héros de la Première Guerre mondiale. Une organisation qui souhaite donc servir les intérêts de l'État français et participer activement à une collaboration avec l'Allemagne. La collaboration est donc un autre aspect essentiel de ce régime, alors en partie subi du fait des conditions imposées par l'Allemagne lors de l'armistice, mais en partie voulu également par l'État français, et ce notamment sous l'impulsion de Pierre Laval, qui en fut un grand artisan. Pierre Laval est un homme politique issu de la droite traditionnelle qui occupa différentes fonctions durant la Troisième République et qui fut notamment président du Conseil. Et il va s'engager de façon très importante dans le régime de l'État français, y occuper différentes fonctions et y inciter Pétain à aller au-delà des exigences de l'Allemagne et à mettre en œuvre de façon volontaire une politique de collaboration. Et ce qui le motive, c'est notamment la volonté de construire une nouvelle Europe où la France puisse s'intégrer, une nouvelle Europe qui se construit par opposition à un danger que Laval juge bien supérieur au nazisme, qui est celui du communisme incarné par l'Union soviétique. Ainsi, à l'initiative de l'État français, eut lieu à Montoire le 30 octobre 1940 une entrevue entre Pétain et Hitler afin de fixer le cadre de cette collaboration, une collaboration présentée comme pouvant alléger les souffrances de la France, mais une collaboration dont il ne faut pas douter également du caractère idéologique, tant ce qui réunit le régime de Vichy à celui d'Hitler est finalement important en termes de modèle politique. Alors, outre la collaboration voulue par l'État français, il faut également noter le rôle des collaborationnistes, c'est-à-dire ceux qui s'engagent volontairement dans cette politique de coopération et d'entraide avec l'Allemagne nazie au service du régime. On avait déjà évoqué la milice, bien sûr, c'est le cas aussi de la Ligue française d'épuration d'entraide sociale et européenne, un mouvement créé en septembre 1940, dont on voit ici une affiche de 1941 qui met en avant les ennemis du régime. On trouve la franc-maçonnerie, on retrouve le juif de Gaulle, le tout accusé de mensonge. On est toujours ici dans cette logique conspirationniste, mis en avant traditionnellement par l'extrême droite, et ce jusqu'à aujourd'hui, j'ai envie de dire. Et donc, on voit également que ceux qui font face à ces ennemis sont en train d'assurer à la France un nouvel avenir glorieux en replantant ici un arbre fécond, et on retrouve ici bien des images développées dans les régimes totalitaires. Alors notons que ces collaborationnistes peuvent venir de différents horizons politiques, puisque parmi les créateurs des mouvements collaborationnistes donc de cette Seconde Guerre mondiale, on va retrouver deux hommes de gauche, Jacques Doriot, ancien communiste qui créa le PPF, le Parti populaire français, et Marcel Déat, un ancien socialiste qui pour sa part créa le Rassemblement national populaire, le RNP, deux mouvements collaborationnistes qui réunirent 20 000 à 30 000 membres. On ne peut pas y voir ici des partis de masse, mais néanmoins, il y a bien en France un certain nombre
d'individus, d'hommes politiques pour suivre ce régime et lutter en faveur de la victoire allemande. Alors notons enfin qu'un certain nombre d'intellectuels, d'artistes ont également contribué à cette collaboration. On peut citer les auteurs Céline, Drieux de La Rochelle, Rebattet, mais aussi des artistes qui ont continué finalement à travailler, et dont on a reproché qu'ils purent travailler au profit des Allemands, ou à qui on a reproché des relations également avec des Allemands, à l'image de la comédienne extrêmement célèbre à l'époque, Arletty, mais qui assumera finalement une liaison avec un officier allemand en disant que son cœur était à la France, mais que son cul était international. Alors, le régime de Pétain fut-il populaire? Il est indéniable que le maréchal, lorsqu'il parvient à la tête du pays, est un homme populaire et qu'il est globalement soutenu par l'opinion publique, mais cette même opinion publique va se lasser petit à petit du régime, et ce essentiellement parce que ce régime ne parvient pas à répondre à ces sollicitations qui sont celles d'un peuple qui cherche à survivre quotidiennement dans un contexte de pénurie. Et finalement, il ne faut pas se leurrer, la majorité des Français pendant cette Seconde Guerre mondiale ne fut ni collaboratrice ni résistante, elle fut passive, attentiste et surtout préoccupée par sa survie quotidienne. Alors il n'empêche que des résistants, il y en a eu et ils vont chercher à œuvrer pour renverser le régime et mener les Alliés à la victoire. L'action de la résistance, c'est ce que nous allons évoquer maintenant. Encore faut-il évoquer le fait que cette résistance fut d'abord plurielle avant d'être unifiée sous l'autorité du général de Gaulle. Charles de Gaulle, qui est né à la fin du XIXe siècle et qui a pris aujourd'hui dans l'histoire de France une figure héroïque, largement mythifiée d'ailleurs, est un homme qui ne s'acheminait pas nécessairement à œuvrer pour restaurer une république démocratique. En effet, Charles de Gaulle, militaire de carrière, est issu d'une famille très traditionnaliste, une famille catholique dans laquelle son père lisait l'Action française, qui était une revue très anti-républicaine, nationaliste, antisémite. Charles de Gaulle donc n'avait pas véritablement la figure du sauveur de la République et de ses valeurs à l'origine. Ceci étant, Charles de Gaulle est un homme qui, dans son engagement politique, s'est toujours signalé par une idée majeure qui est celle de la défense de la France et donc d'un engagement patriotique, nationaliste, et qui par ailleurs s'est toujours conduit en homme politique pragmatique, capable de s'adapter aux circonstances. Militaire de carrière, c'est un jeune militaire ambitieux dans l'entre-deux-guerres qui se fait remarquer par ses théories sur l'usage des blindés et dont la carrière est notamment servie par le maréchal Pétain lui-même. Les deux hommes se fréquentent, même s'ils peuvent s'écarter sur certaines conceptions militaires. Et ce jeune homme ambitieux va commencer une carrière politique pendant la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il est nommé à ce moment-là, en juin 1940, le 6 juin 1940, sous-secrétaire d'État à la guerre et à la défense nationale. Or, c'est précisément l'accès à cette fonction qui va conduire de Gaulle à se rapprocher du Royaume-Uni, avec qui il doit coordonner l'action militaire de la France, et ainsi, une fois que l'armistice se profile, eh bien, de Gaulle décide de regagner Londres, où il a pu établir un certain nombre de réseaux qui vont servir ensuite à ses desseins et à sa carrière. Ainsi, cette proximité avec les autorités britanniques lui permet, le 18 juin 1940, de lancer depuis les ondes de la BBC un célèbre appel où il incite les Français à continuer
le combat. Il y exprime des valeurs militaires, évoquant l'honneur, des valeurs patriotiques, et puis il montre que la lutte est possible grâce au soutien des Britanniques et à celui éventuellement à venir des Américains. Il compte également sur le soutien des colonies françaises. On perçoit dans son appel une revanche personnelle contre des autorités militaires qui n'ont pas suivi ses recommandations, et il appelle aux Français à continuer le combat donc sous son autorité. On a fait de cet appel du 18 juin un événement majeur, un point de départ de l'action résistante de la France, ce qui est très largement exagéré. En effet, qui écoute la BBC le 18 juin 1940 ? Eh bien, finalement, pas grand monde. S'il y a bien un discours qui a été entendu, c'est celui de Pétain le 17 juin, nous en avons précédemment parlé, certainement pas celui de Gaulle. Quoi qu'il en soit, c'est un point de départ symbolique, et à partir de ce symbole, eh bien, de Gaulle va chercher à construire un réseau de résistance et à en prendre la tête. À Londres, dès l'été 1940, des premiers volontaires commencent à s'engager auprès des forces françaises libres, les FFL. On voit ici le général de Gaulle passant en revue une unité des FFL en 1942, mais en toute objectivité, il faut noter que ces forces françaises libres sont bien peu nombreuses dans un premier temps, en tout cas à rejoindre le général sur le sol britannique. L'action de la résistance extérieure passe bien sûr également par une action politique et une action radiophonique, en l'occurrence à travers une guerre des ondes que se livrent résistants et collaborateurs, et la BBC continue d'offrir aux résistants de l'extérieur ces ondes pour une émission quotidienne, Les Français parlent trop français, dans laquelle les résistants peuvent à la fois fournir aux résistants un certain nombre de messages codés, et puis également entretenir leur propagande pour qu'ils rejoignent les forces de la résistance, et ce même si écouter la BBC est bien sûr strictement interdit aux Français, et que tous les Français par ailleurs ne peuvent pas en capter les ondes. Parallèlement, il s'agit pour le général de Gaulle de construire un gouvernement alternatif qui soit prêt à assumer le relais des autorités de l'État français, et cette entreprise prend la forme en octobre 1941 de la création d'un comité national français, première étape dans la construction de ce gouvernement parallèle. Dans son appel du 18 juin, de Gaulle disait pouvoir compter sur les forces coloniales pour le rejoindre à ses côtés dans la résistance. Et petit à petit, effectivement, certains territoires coloniaux vont rejoindre l'action de la France libre. Et le premier à le faire, ce fut l'AEF, l'Afrique équatoriale française, et ce dès 1940. On voit ainsi de Gaulle parader à Bangui, aujourd'hui en Centrafrique, en octobre 1940, devant de nouvelles recrues, donc pour les FFL issus de l'Afrique équatoriale. Donc on voit ici de Gaulle en compagnie de Félix Éboué, gouverneur du Tchad, qui va œuvrer à ce que l'AEF rejoigne la France libre et qu'elle puisse renforcer ses forces militaires dont on voit qu'elles vont prendre part à un certain nombre de combats, notamment du côté de la Libye, et ceux des mars 1941. Petit à petit, ces réseaux français de la France libre au sein des colonies françaises gagnent du terrain, mais ils le font surtout en conséquence de l'action des forces alliées, notamment des débarquements qui ont lieu en Afrique du Nord en novembre 1942 de la part des forces anglo-américaines. Donc en définitive, les effectifs de la France libre apparaissent relativement modestes, comme on le voit ici en début 1943, relativement modestes et largement constitués par les troupes coloniales, dont il faut souligner l'engagement dans cette action résistante.
Et donc avec la libération d'un certain nombre de territoires nationaux dans les colonies, et notamment en Afrique du Nord, les nouvelles autorités françaises trouvent à s'installer, comme on peut le voir ici, à travers cette photo qui nous montre De Gaulle en compagnie de Churchill et Roosevelt, mais aussi du général Giraud, parce qu'il faut le dire, les relations entre De Gaulle et Roosevelt n'étaient pas bonnes, et les États-Unis ont tout fait pour limiter finalement les ambitions personnelles du général, et ce en lui adjoignant notamment la personne de Giraud pour administrer les territoires libérés du Maghreb. Du côté de la France métropolitaine, une action résistante va exister dès les débuts de l'armistice, et ce de façon tout à fait indépendante de l'action du général de Gaulle. L'engagement des résistants de la première heure est souvent individuel et va se signaler par une action qui est déjà une action politique, qui consiste à faire connaître son envie de s'opposer à la collaboration, de s'opposer au nouveau régime par des actes qui sont souvent des actes isolés, à l'image de distribution de tracts, de graffitis. Mais petit à petit, des premiers groupes de résistance se forment et se constituent dans la clandestinité. Des réseaux de résistance émergent, comme Libération ou Combat en zone sud, Défense de la France en zone nord. Le combat de la résistance est avant tout un combat politique, et à ce titre, il faut faire connaître son point de vue, ses idées, et le faire notamment à travers des publications de presse, une presse clandestine, puisque nous sommes dans un régime de dictature, mais qui parvient, ceci étant, à prendre une certaine ampleur avec le temps. On voit ici l'impression d'un journal clandestin au printemps 1944, le journal Défense de la France, journal créé à l'été 1941, au début de fabrication complètement artisanale, mais qui petit à petit va bénéficier de nouvelles technologies avec l'acquisition de machines professionnelles, et qui finit par être tiré en janvier 1944 à 450 000 exemplaires. En dehors de l'action strictement politique, qui consiste à produire des journaux, des affiches de contre-propagande, eh bien, l'action de la résistance est aussi une action violente qui va se signaler par des actes de sabotage, par des assassinats de miliciens, de dirigeants politiques, de responsables nazis. Et ce combat s'organise bien sûr dans la clandestinité à travers l'intégration de résistants qui peuvent appartenir à des milieux variés, même si on signalera que la proportion de jeunes y est forte, de jeunes qui sont en désir d'action, dont certains s'engagent dans la résistance quand d'autres s'engagent au contraire dans la collaboration. On notera également que politiquement, si toutes les formes politiques sont représentées, tous les mouvements politiques sont représentés dans la résistance, celle-ci tend néanmoins beaucoup plus à gauche, quand le régime de Vichy tend beaucoup plus à droite. L'intégration des forces communistes va notamment amplifier considérablement le nombre de résistants, même si celle-ci restera, au moins jusqu'à la fin de la guerre, le fait d'une minorité d'individus. En effet, les communistes ont pu s'engager individuellement dans la résistance dès les débuts de l'occupation, mais en même temps, il ne faut pas oublier que ceux-ci étaient liés à un pacte germano-soviétique qui conduisait l'URSS à une neutralité bienveillante vis-à-vis de l'Allemagne nazie. Et finalement, il faut attendre la rupture de ce pacte germano-soviétique par l'agression nazie lors du plan de combat, l'opération Barbarossa, pour que véritablement, massivement, les communistes intègrent les réseaux de résistance, et notamment au sein du réseau francs-tireurs et partisans qui est créé donc en 1941. À partir de là, les communistes vont véritablement constituer le groupe majoritaire au sein de cette résistance, ce que le Parti communiste français ne manquera pas de rappeler après la guerre, tout comme les gaullistes. Finalement, ils auront tous deux, bien qu'adversaires politiques, intérêt à mettre en avant exagérément l'action de la résistance.
Donc l'action de la résistance est un mouvement politique opposé à la collaboration et à l'occupation, mouvement présenté comme patriotique, ce qu'il est grandement, mais il ne faut pas oublier également l'intégration à ce mouvement de beaucoup de résidents français d'origine étrangère, ce que la propagande de Vichy et de l'Allemagne nazie va mettre en avant, notamment au travers de la fameuse affiche rouge qui s'oppose aux actions du groupe Manouchian dont bien des membres furent arrêtés et exécutés par la Gestapo, comme nous le voyons sur cette photographie. Alors cette affiche rouge, la voici, elle met en avant que les libérateurs sont en réalité des criminels, et la résistance est présentée comme finalement l'action de terroristes, ce qui d'une certaine façon n'est pas tout à fait inexact, puisqu'il s'agit bien d'une violence exercée à des fins politiques. Alors toutefois, il faut, à mon sens, bien distinguer le terrorisme qui peut être mené dans le cadre de dictatures qui ne permettent pas finalement de s'exprimer librement, donc le distinguer d'un terrorisme mené dans le cadre de démocratie qui donne à tout à chacun la possibilité de s'exprimer, dont la légitimité est par conséquent bien moindre. Et donc cette affiche rouge met en avant que finalement cette armée du crime, ce réseau de résistance, ce serait celui d'étrangers, de juifs, de communistes, finalement les ennemis du régime de Vichy, de l'État français, comme le matérialise ici la légende de cette affiche. La résistance est donc un mouvement politique et qui va conduire à toute une propagande et une contre-propagande. Un mouvement qui va également trouver davantage de recrues à partir du moment où en 1943, l'Allemagne impose à la France le STO, le service du travail obligatoire, qui impose aux travailleurs français de partir travailler en Allemagne. Et cette obligation va en inciter un certain nombre à rejoindre les maquis. Alors, notons toutefois que cette obligation allemande de 1943 avait été anticipée par la collaboration française, puisque dès 1942, comme nous le montre l'affiche incitant à aller travailler en Allemagne, un système avait été mis en place, celui de la relève, mis en place à l'initiative du gouvernement de Vichy. Et donc en 1943, comme vous le voyez sur les différentes affiches de propagande vantant les mérites du STO, finalement le travail des ouvriers français est un travail qui est jugé utile pour faire rempart au bolchevisme qui est présenté comme l'ennemi à abattre et abattre par la collaboration avec l'Allemagne. Alors on notera que cette propagande en faveur du STO met en avant l'ennemi soviétique, mais il peut aussi mettre en avant l'ennemi anglo-américain, représenté ici à travers la figure du capitalisme, et inciter ainsi les jeunes Français à choisir le camp de l'Allemagne. Pour autant, comme je l'ai dit, beaucoup de jeunes Français ne sont pas motivés par l'idée de partir travailler en Allemagne, et la propagande de la résistance les incite à rejoindre le combat qu'ils mènent. Et ceci peut passer à la fois par des actions de propagande, mais aussi par des manifestations, comme à Romans en 1943, comme on le voit ici, des manifestants qui tentent d'empêcher de partir un train en menant des hommes mobilisés par le STO, et face à eux, des groupes mobiles de réserve, des unités paramilitaires créées par le régime de Vichy, rétablissent l'ordre pour faire partir le train. Pour échapper à la répression dont ils sont victimes de la part de l'armée allemande ou des autorités de l'État français, ces résistants se constituent en maquis, c'est-à-dire des unités qui vont se cacher dans des milieux difficiles d'accès, souvent des montagnes en particulier. On retrouve ainsi ces maquis dans les Vosges, le Jura, les Alpes, l'Auvergne, mais aussi dans le Morvan et ailleurs, dans des milieux plus boisés, où là aussi on peut échapper à la répression. Donc une organisation petit à petit se met en place au sein de ces réseaux armés de la résistance.
Mais cet engagement est bien sûr périlleux et les résistants sont moins bien armés que leurs ennemis, d'où une nécessité de rester discret, de rester dans la clandestinité, mais avec cette possibilité à tout moment de se faire repérer, arrêter et bien souvent exécuter, même si beaucoup de résistants par ailleurs vont être également détenus dans les différents camps de concentration. Donc on voit que ces résistants peuvent aussi bien être arrêtés par l'armée allemande que par les miliciens, dont l'action consiste, on l'a dit, à réprimer les ennemis du nouveau régime. Donc on le voit, c'est une double résistance qui se crée depuis l'extérieur ou à l'intérieur du pays. Or, De Gaulle, qui veut s'imposer comme le leader de la résistance dans son ensemble, a tout intérêt à unifier ces résistances, et c'est ce qu'il va chercher à faire en confiant à Jean Moulin, ancien préfet, qui l'a rejoint à Londres, et bien en lui confiant donc la responsabilité de se rendre sur le territoire français, de prendre contact avec les réseaux et de les rassembler. C'est donc ce qu'entreprend Jean Moulin à partir de janvier 1942 et ce qu'il entreprend avec succès. Il faut dire que la résistance intérieure comme la résistance extérieure a tout intérêt à cette union. De Gaulle y a intérêt car elle lui donne une légitimité qui lui manque finalement, puisqu'il ne rassemble que peu de forces militaires sous son autorité, et les résistants de l'intérieur y ont intérêt également car ils vont y gagner en efficacité à partir du moment où ils vont pouvoir bénéficier notamment de matériel de renseignement venant des alliés britanniques et américains auprès desquels De Gaulle est en contact. Ainsi, en 1942, 3 réseaux se rassemblent pour former l'armée secrète et les murs, c'est-à-dire les mouvements unis de la résistance, et coordonner davantage leur action. L'unification des mouvements de résistance a également un objectif politique, celui de construire une alternative politique unifiée pour l'après-guerre, et c'est ce qui se matérialise en 1943 par la création du CNR, le Conseil national de la résistance, qui à la fois va coordonner l'action de cette résistance, mais qui va donc anticiper la reconstruction d'un État républicain en France. Alors si le CNR finalement accepte l'autorité du général de Gaulle, représenté par Jean Moulin, celui-ci ne va pas imposer ses vues politiques à cette organisation, une organisation qui se veut représentative des différents mouvements de la résistance, que ce soit les mouvements de résistance armée ou les différentes organisations politiques et syndicales qui s'y trouvent. Or le CNR penche très franchement à gauche et n'est pas ainsi nécessairement en accord avec les objectifs politiques du général de Gaulle. Mais pour que ce rassemblement fonctionne, de Gaulle doit concéder qu'il ait un fonctionnement représentatif et démocratique, et c'est bien le cas. Ainsi se construit au sein du CNR un programme politique qui fut à l'origine de l'État-providence en France, c'est-à-dire un programme inspiré largement de l'économie socialiste et keynésienne, où l'État intervient pour réguler l'économie et redistribuer les richesses. On anticipe ainsi la mise en place de la sécurité sociale, la nationalisation d'un grand nombre de groupes industriels, des prestations familiales et même une forme de planification incitative, autant d'initiatives qui vont effectivement se mettre en place en France après la libération. Cette unification des forces de la résistance va se renforcer après la mort de Jean Moulin, dont on sait qu'il fut arrêté et tué par la Gestapo lors d'entretiens, si on peut dire, musclés, ce qui va conduire à faire de lui figure de martyr finalement au sein de cette résistance. Donc cette unification se poursuit après sa mort, et en 1944, les différents réseaux de la résistance intérieure fusionnent au sein des nouvelles FFI, les forces françaises de l'intérieur.
D'un point de vue politique, le CNR va se transformer en GPRF, gouvernement provisoire de la République française, qui établit son autorité sur les territoires libérés, et ce dès 1943 au Maghreb, et à partir donc de 1944 et du débarquement anglo-américain en Normandie, en métropole. FFL et FFI vont donc prendre une part active à la libération du territoire national. Alors, part active dont il ne faut pas exagérer la portée. Il est bien évident que ce sont les troupes alliées américaines, britanniques, qui vont largement contribuer à cette libération, bien plus que l'action des résistants, action qui a le mérite d'exister, et s'il n'est pas toujours efficace d'un point de vue militaire, elle a une efficacité au moins symbolique. Des insurrections peuvent ainsi éclater, comme à Paris en août 1944, où les résistants tentent par eux-mêmes de reprendre le contrôle des territoires. Mais pour autant, c'est bien l'arrivée des troupes alliées qui permet la libération de la capitale française, bien plus que l'insurrection périlleuse des résistants qui s'y trouvaient. Une libération qui conduit la division blindée du général Leclerc à entrer en premier dans Paris, une entrée évidemment symbolique puisque les FFL sont bien loin de constituer des forces numériquement importantes au sein de ces troupes alliées. Néanmoins, cette libération de Paris sera importante sur le plan du symbole et largement récupérée par la propagande gaulliste. De Gaulle qui proclame à cette occasion que la France a été libérée par elle-même, libérée grâce au soutien, grâce à l'action de la population résistante, et qui contribue à forger le mythe résistentialiste, c'est-à-dire le mythe d'une France qui aurait unanimement résisté face à l'occupant, ce qui n'est bien sûr pas du tout en adéquation avec la réalité de ce mouvement, mais qui va profondément intégrer la mémoire de cette Seconde Guerre mondiale, du fait que cette histoire va être construite en grande partie par ceux qui l'emportent et qui s'installent au pouvoir à son issue. Avec la libération du territoire national et la prise de contrôle de la résistance sur ce territoire, se met en place un phénomène d'épuration largement mené par les FFI elles-mêmes, FFI dont il ne faut pas oublier qu'ils bénéficient de leurs armes pour imposer leur autorité, et cette épuration va s'accompagner d'un certain nombre de dérives. Des dérives que l'on note notamment à travers le traitement particulier réservé aux femmes qui eurent pendant la guerre des relations sexuelles avec l'ennemi allemand, des femmes humiliées publiquement, des femmes violentées. Cette épuration sauvage à l'encontre des femmes est très clairement une manifestation de la frustration des hommes, mais aussi de la permanence d'une certaine forme de domination masculine qui caractérisait toujours la société française. Cette période de règlement de compte se manifeste également par des lynchages de collaborateurs, avérés ou pas, de profiteurs de guerre, qui mènent à des exécutions publiques improvisées par les résistants. Alors pour autant, en reprenant le contrôle finalement et en mettant en place leur autorité, les nouvelles autorités républicaines vont mettre en place une opération d'épuration légale conduisant à de grands procès comme ceux de Pétain et de Laval. Tous deux condamnés à la peine capitale, mais peine capitale qui ne fut exécutée que pour Laval, Pétain étant épargné, gracié, du fait de son grand âge, peut-être du fait de son statut d'ancien héros français, peut-être du fait aussi des relations passées qu'il a pu entretenir avec le jeune De Gaulle, qui était alors un
militaire ambitieux. Quoi qu'il en soit, Pétain ne va pas survivre très longtemps à ce procès. En définitive, on voit ici que l'épuration dite sauvage ou extrajudiciaire amena à davantage d'exécutions que l'épuration légale qui instruit de très très nombreux dossiers, mais qui finalement n'aboutit qu'à un nombre relativement réduit de peines capitales, un certain nombre de peines de mort étant commuées, comme celle de Pétain. On notera enfin que cette épuration fut relativement éphémère, puisque assez rapidement le nombre de condamnations diminue et que des lois d'amnistie vont mettre fin à un certain nombre d'incarcérations dès 1947, avec deux nouvelles lois en 1951 et 1953. La France, la Nouvelle-France, veut en effet mettre fin à cet épisode douloureux d'une Seconde Guerre mondiale qui l'a vu diviser, même si le mythe résistentialiste met en avant à cette époque l'idée d'une France unanimement résistante et d'un régime de Vichy qui soit un régime qui finalement est usurpé le pouvoir et dont toute l'action est considérée comme finalement nulle et non avenue.